Bonsoir à vous et merci beaucoup d'avoir répondu présent à la bibliothèque d'Antoine pour la présentation non pas d'un, mais de deux livres. Celui de Victor Siman d'une part, celui de Paul-Olivier Delannoy d'autre part. Comme à mon habitude, et c'est devenu ma marque de fabrique, je tiens à remercier le Centre de lecture publique et son directeur en particulier, Patrick, mais aussi Guillaume, Donovan, Pierre, Mathieu, Véronique et Christelle, de ne pas avoir fait appel à une intelligence artificielle, mais à un être de chair, de bonne chair et de sang, pour présenter ces deux auteurs. Cette remarque liminaire que je prononce depuis des mois maintenant reçoit ce soir tout son sens, puisque le sujet du livre de Victor Siman est précisément l'IA, l'intelligence artificielle tellement actuelle, tellement présente de nos jours, même si parfois nous sommes loin de soupçonner sa subtile, subversive, insidieuse et sournoise intervention. Pourtant, constamment, nous sommes privés de notre liberté, de notre libre arbitre. Les applications que nous utilisons au quotidien, peut-être, contiennent l'empreinte indélébile de l'intelligence artificielle. On suit l'itinéraire de Waze, par exemple, sans même consulter une carte routière. On fait confiance en la voiture électrique autonome. L'intelligence artificielle, c'est tout de nous. De nos recherches sur Internet, de nos passions, de nos pulsions, de nos envies, de nos désirs. La publicité s'affiche sur nos écrans, eu égard à toutes les recherches que nous avons effectuées auparavant. Le livre de Victor Siman, La puce à l'esprit, pourrait être défini comme une actualisation technologique du livre 1984. En effet, lorsque George Orwell écrit ce livre en 1949, on est loin encore de l'intelligence artificielle contemporaine, bien sûr. Comme Orwell, l'auteur dénonce thématiquement les conséquences du totalitarisme, du fascisme, de la surveillance de masse, mais aussi la manipulation, la propagande, la pensée uniforme, la répression cruelle, meurtrière, lorsque les comportements sont jugés déviants. Toujours comme dans 1984, la guerre est tout autant permanente, perpétuelle, entre ceux qui sont pucés et les non-pucés reclus en pleine forêt. Big Brother a cette fois les traits de M. Lockwell, une intelligence artificielle dictatoriale responsable d'une des plus grandes sociétés. On l'aura compris, dans les deux cas, le libre arbitre, la liberté d'expression sont annihilés. Mais ce qui fait peut-être la véritable spécificité de l'ouvrage de Victor Siman, ce sont les réflexions philosophiques qui gravitent autour des concepts mêmes de bonheur, de souffrance et corollairement de compassion. Dans le monde créé par Victor Siman, où la souffrance, pour les pucés du moins, est réduite à néant, la compassion l'est tout autant. Si la souffrance n'existe plus, toute forme d'altruisme et de compassion cesse par voie de conséquence. Victor Siman nous fait également réfléchir sur les notions mêmes de vérité et de mensonge. Nous ne savons plus désormais où se trouve l'information vérifiée, authentifiée, garantie, et les fake news, les informations mensongères. A fortiori, lorsqu'on s'adresse à une population crédule et prête à tout gober, prête à tout avaler. Le faux, précise encore Victor Siman, est plus désirable que le vrai. Une autre thèse réside dans le fait que l'homme peut devenir une machine, mais une machine ne pourra jamais devenir un homme. Par notre aveuglement, par notre manque de lucidité, l'intelligence artificielle ne prendra-t-elle pas un jour le contrôle de l'homme? Ainsi, cher Victor Siman, serons-nous un jour tous pucés, susceptibles d'être constamment contrôlés à distance? Y aura-t-il un jour une intelligence artificielle ayant la conscience d'exister, la conscience de soi, comme nous l'avons? Avoir la conscience même peut-être d'être mortel, avoir la conscience même peut-être d'être immortel. Y aura-t-il des robots qui se suicideront, comme ce fut le cas apparemment il y a 15 jours maintenant en Corée du Sud, où un robot aurait, conditionnel, décidé, et je mets bien sûr le mot entre guillemets,
décidé de se jeter dans les escaliers pour des raisons de burn-out, pour des raisons de surmenage. Les autres employés de cette administration ont même reconnu qu'ils venaient de perdre un collègue. En Corée du Sud, un employé sur 10 est un robot. Cher Victor Seaman, telles sont entre autres les nombreuses, très nombreuses questions que vous posez dans votre ouvrage, dont vous soulignez d'emblée le caractère dystopique. Il est marqué en toutes lettres sur la couverture. Alors ma première question, bien sûr, Victor Seaman, c'est de savoir la différence précisément entre l'utopie d'une part et la dystopie d'autre part. L'utopie, c'est quelque chose de positif et la dystopie, au contraire, quelque chose d'oppressant, justement. Oui, effectivement, dans mon livre, je développe surtout le côté dystopique par le fait qu'on est dans une société totalitaire qui nous oblige à un moment donné à passer par un centre et à se faire pucer. Alors soit vous devenez résistant, soit vous acceptez cette nouvelle vie. Et voilà, donc c'est plutôt une dystopie comme 1984 par le fait que, et comme Le Meilleur des Mondes, etc. Donc c'est un livre qui montre vers quoi nous pouvons aller, parce que quand on regarde bien au niveau des intelligences artificielles à l'heure actuelle, on nous influence de plus en plus sans s'en rendre compte. C'est-à-dire que même quand vous lisez à l'heure actuelle sur une tablette, avec les systèmes Amazon, etc., il y a des programmes qui regardent comment vous lisez. Ça veut dire, est-ce que vous allez plus vite, plus lentement sur certains éléments, et ils peuvent voir par là vos goûts. Donc voilà, on est de plus en plus contrôlé par l'IA sans vraiment s'en rendre compte. J'ai pas envie de faire peur, mais c'est la réalité aujourd'hui. Et donc moi, dans mon livre, j'ai été un cran plus loin, j'ai été jusqu'au basculement. Le basculement, c'est quand l'IA prend vraiment le pouvoir, le contrôle. Je suis parti de l'idée d'Elon Musk qui veut nous intégrer une puce dans le cerveau. Il y en a une il y a très peu de temps sur un être humain. Il y a eu plein d'expériences sur les éléments qui ont été vraiment scandaleuses parce que il y a eu des atrocités, vraiment des atrocités qui ont été faites. Maintenant, cette intégration peut être très intéressante pour des gens tétraplégiques, etc. Mais pour l'augmentation de l'homme, là, on va peut-être un petit peu trop loin. Maintenant, voilà. Donc là, Elon Musk, c'est quelqu'un qui a un pouvoir, mais plus que politique. Il a même un pouvoir géopolitique et il peut développer tout ce qu'il veut dans le monde jusqu'à ce qu'une IA puisse prendre le contrôle. Il faut savoir qu'en Chine, par exemple, dans les conseils d'administration, il y a déjà des administrateurs, même le PDG de la société qui est une IA. Donc la décision finale de la société est faite par une IA. Donc c'est pas de la science-fiction. Donc c'est ce que j'aime dans la dystopie, parce que la dystopie c'est tellement proche de la réalité qu'on peut vraiment croire que ça peut arriver. Et ça fait un peu peur, mais j'espère qu'on ne va pas aller jusqu'au basculement, comme je l'annonce dans mon livre. J'ai évoqué George Orwell, 1984. Ça vous plaît cette comparaison ou pas? Oui, ça me plaît. D'ailleurs, j'en suis comment dire, reconnaissant parce que c'est vraiment un maître à penser. George Orwell, qui s'appelait d'ailleurs Eric Blair. Il avait aussi un autre nom, Monsieur George Orwell. Et voilà. Pourquoi j'aime cette comparaison? Parce qu'effectivement, il y a cette société totalitaire, il y a, comme dans mon livre, une police qui va comment dire, prendre le pouvoir et qui va contrôler tous les individus. Il y a le novlangue de 1984, mais moi, c'est par l'intermédiaire de la puce, parce qu'une fois qu'on intègre dans le cerveau tous les éléments qui peuvent faire la propagande, voilà, il y a un conditionnement. Et c'est pour ça aussi que j'aime bien aussi Le Meilleur des Mondes, parce que dans Le Meilleur des Mondes, il y a un conditionnement moins avec la force. Donc les gens acceptent les conditions dans lesquelles ils vivent. Donc j'aime bien aussi cette comparaison avec le Meilleur des Mondes d'Aldous Huxley. Voilà. Bien. Justement, vous avez fait allusion à votre pseudo, au pseudo de George Orwell. George Orwell, nous sommes bien d'accord, et je crois que c'est un pseudo de Hugues Verroy. Et donc, expliquez peut-être un peu, Victor, d'où vient Victor Seaman, justement. D'autant plus que vous avez plein de connaissances, de proches et de familles ici. Voilà, disons que Victor Seaman vient de 3 personnes qui me sont très chères et qui sont présentes.
Victor, mon premier fils. Ah, Simon, qui lève la main, qui plus mon est. deuxième fils, et Anne, ma femme. Voilà, Bien. Victor, Simon. Et ça donne Victor Siman alors. Bien. C'est une façon de se cacher. C'est une façon de se cacher, oui, parce que la notoriété me fait peur. Voilà, je suis content d'être ici, c'est une reconnaissance, mais c'est quand même pas évident de parler comme ça. Voilà, je me sens d'ailleurs auteur d'un livre et pas écrivain. Voilà, donc c'est une première pour moi. J'espère que voilà, qu'il va plaire à celui qui va le lire, mais en tout cas, je crois qu'il est intéressant. Notamment, j'ai lu Novelia Hari, Homus Dei, je ne sais pas si vous connaissez le livre, voilà, toutes ces thèses sont développées là-dedans, et j'en ai fait un roman. Je crois que c'est surtout ce monsieur qui a influencé un petit peu aussi le roman que j'ai écrit là. Voilà. Parce que vous êtes ingénieur de formation. Oui, je suis ingénieur de formation. C'est là aussi où je vois que la technique évolue très fort. Je dois toujours me remettre en question parce que je donne des cours d'automatisme. Et je me rends compte que la programmation maintenant a tellement évolué en très très peu de temps. Vous savez, les puces avant, les composants électroniques avaient une fonction bien déterminée. Maintenant, vous transférez des programmes dans ces puces et la même puce peut faire n'importe quoi. Donc, au départ, cette puce n'a aucune fonction et grâce au programme on lui transfère, c'est ce qu'on appelle un microcontrôleur, et bien là, vous faites ce que vous voulez avec. Vous pouvez aussi bien faire de la musique que faire, je ne sais pas moi, un détecteur d'humidité, voilà, tout ce que vous voulez, faire un robot, enfin voilà, vous pouvez tout faire avec ça. Donc je vois l'évolution technologique et je me rends compte que voilà, ce livre me semblait important. Pourquoi je l'ai sorti? Parce que tout simplement, je me rends compte qu'on risque d'aller trop loin. Et voilà, donc j'ai voulu faire un cri d'alarme, voilà, tout simplement. Est-ce que votre thèse, Victor, n'est pas un peu manichéenne, dans la mesure où il y a les bons et les méchants, dans la mesure où il y a les pucés et les non-pucés, dans la mesure où il y a des pucés urbains, il y a des non-pucés qui vivent au contraire reclus en pleine forêt? Est-ce que c'est pas un peu du Jean-Jacques Rousseau avec le bon sauvage qui est là justement dans sa forêt, à l'abri de cette société qui pourrait le corrompre précisément? Alors, le fait d'être manichéen, on pourrait le penser effectivement, mais il y a du conditionnement et les gens ne sont pas obligés d'accepter justement cette puce. Alors effectivement, ceux qui décident, comme dans toute résistance à l'oppresseur, celui qui a refusé en 1945 le nazisme, il était du bon côté. Mais donc voilà, c'est un peu pareil. À un moment donné, on doit faire des choix. Et toutes les personnes qui sont dans mon roman, qui sont du bon côté, effectivement, on fait le bon choix quelque part. Maintenant, dans mon livre, je développe un personnage particulier qui s'appelle Joris et qui change un petit peu la donne. Mais on ne peut pas tout dire, c'est ça. Ouais. Bien. On peut peut-être aussi revenir sur la proposition que j'ai énoncée dans mon introduction, à savoir l'homme peut devenir une machine, mais une machine ne pourra jamais devenir un homme, avec peut-être ce contre-exemple qui nous vient de Corée du Sud, ou encore ce matin, enfin je le disais au niveau des fake news, alors là je parle de fake news, on voit Alain Delon, c'est lui effectivement, c'est sa voix, et Alain Delon nous dit ceci, je ne sais pas si vous avez vu la vidéo, si vous voyez cette vidéo, c'est que je suis mort, mais j'ai décidé de léguer toute ma fortune au casino, et c'est une pub, et ensuite vous allez effectivement jouer au casino. C'est donc effectivement Alain Delon, on est bien d'accord, c'est une intelligence artificielle, c'est Alain Delon en tout cas, c'est sa voix aussi. Voilà, donc est-ce que vous pouvez peut-être expliciter un peu tout ça? C'est comme Harrison Ford dans Indiana Jones, celui qui a vu le film au cinéma dernièrement. Quand vous voyez Harrison Ford jeune dans ce film, c'est toutes des images recomposées par l'IA. Il n'y a aucune image qui est réelle. Ça veut dire que quand vous allez aller au cinéma dans très peu de temps, même il y a déjà des passages dans des films, mais vous allez pouvoir peut-être voir des films de Marilyn Monroe dans 2 ans ou 3 ans qui seront très crédibles. Donc ça veut dire effectivement l'IA est capable de nous copier complètement. Ça veut dire que vous pouvez avoir des fake news avec ma personne qui est en train de dire n'importe quoi. Donc voilà, et on va croire effectivement. Le problème c'est que l'IA nous connaît et
c'est encore plus insidieux que ça. Ça veut dire que vous qui allez sur Facebook, qui allez un peu partout sur votre PC, vous donnez énormément d'informations. Et en donnant ces informations, elle est capable de vous juger et elle est capable de vous envoyer des informations qui vous plaisent. Et, en réalité, vous avez tendance, et ça c'est la nature humaine, on a tendance à croire aux choses aux éléments qui nous plaisent. Et donc voilà, donc ici on est parti dans une société comme ça, où vous allez avoir des informations, tous des informations différentes en fonction de ce qui vous plaît. Mais donc vous allez pouvoir être influencé de plus en plus sans vraiment vous en rendre compte. Oui, j'avais repris une de vos phrases, le faux est plus désirable que le vrai. Oui, bien sûr, tout à fait. D'un autre côté, si effectivement l'intelligence artificielle dit n'importe quoi, alors ce n'est pas vous, Victor Siman. Bien. J'aimerais aussi vous poser la question, je pense que vous n'avez pas forcément vu le film, mais vous allez comprendre de quoi il s'agit. C'est ce film Hair, avec Joaquin Phoenix. On est à Los Angeles, dans un futur proche. Le personnage principal, Théodore, est inconsolable suite à une rupture difficile. Il fait alors l'acquisition d'un programme informatique ultra moderne, capable de s'adapter à la personnalité de chaque utilisateur. En lançant le système, il fait la connaissance de Samantha, une voix féminine, intelligente, intuitive et étonnamment drôle. Les besoins et les désirs de Samantha grandissent et évoluent, tout comme ceux, bien sûr, de Théodore, et peu à peu, je mets le pluriel, il tombe amoureux. Mais est-ce que je peux mettre le pluriel à ce « il » ? C'est lui tout seul, ou bien elle, Samantha, robot, intelligence artificielle, peut tomber amoureuse? Il y avait encore un film récemment avec Didier Bourdon, et à la fin, le robot dit « Je vous aime », adresse-t-il à la famille. Alors je veux dire que ce n'est pas seulement que du cinéma, parce qu'à l'heure actuelle, vous pouvez acheter des conjoints sur Internet et vous pouvez vivre avec des robots. Ça existe déjà à l'heure actuelle. Donc voilà. Maintenant, le côté émotion, justement, j'ai voulu le développer dans mon livre, parce que j'ai voulu faire un contraste justement entre l'IA et l'homme, l'humain que nous sommes. Dans le sens où, dès le départ, dans mon livre, je me questionne, et l'IA se questionne aussi, parce qu'elle n'arrive pas à copier nos sentiments. Et la seule chose que l'IA n'arrivera pas à copier chez nous, c'est nos sentiments. C'est la sensation d'être heureux. C'est ce que c'est que le bonheur, ressentir le bonheur. Et la compassion dont je parlais, non? La compassion, non, oui, bien sûr. La compassion... Il n'y a pas de souffrance, donc il n'y a pas de compassion. Exactement, dans mon livre, je développe cette idée-là, effectivement, qu'à un moment donné... un des héros souffre, et pourtant il est pucé. Et c'est là où on voit la nuance entre la personne qui est pucée mais qui n'a plus de sentiments, parce que qu'est-ce qu'on a fait? Le programme a annihilé la souffrance. Donc c'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, vous avez des puces qui peuvent améliorer la santé. Il faut savoir que, par exemple... à Roulers, celui qui a la maladie d'Alzheimer, il peut se faire opérer. Ici, ce n'est pas de la science-fiction. Celui qui a la maladie d'Alzheimer peut se faire intégrer une puce dans son cerveau. Et cette puce permet justement d'augmenter, je ne suis pas médecin, mais il peut augmenter la dopamine en fonction d'un capteur biométrique qui est mis dans son organisme. Ce n'est pas de la science-fiction, je connais personnellement un ami qui l'a fait, et il se déplaçait d'une façon complètement saccadée, et je peux vous dire que maintenant il a retrouvé une marche plus ou moins normale. Donc ça c'est très positif. Oui. Mais